BFM Business. Midi, l'heure H. L'info avec Guillaume Paul. Il est midi, l'heure H, édition spéciale bien sûr au lendemain de ce deuxième tour d'élection présidentielle, édition spéciale pour commenter les dernières réactions politiques à l'élection d'Emmanuel Macron, réactions syndicales, réactions de marché, on va voir ça dans quelques secondes. Et puis les grandes questions qui se posent forcément désormais pour Emmanuel Macron qui sera donc investi dimanche prochain. On vient d'avoir confirmation de l'Elysée, donc passation de pouvoir. Dimanche prochain. Quelle majorité? C'est aussi la question qui se pose désormais pour Emmanuel Macron. Vous allez voir que ça revient dans beaucoup des notes d'analystes qu'on a pu décortiquer ce matin. Voilà en gros les questions qu'on va poser pendant une demi-heure avec nos invités en plateau. Eric Lewin qui est avec nous. Bonjour Eric, rédacteur en chef aux publications Agora. Et c'est vrai Eric, il faut quand même rappeler qu'on est sur un marché qui là avait pris un peu plus de 7%. Depuis cette fameuse séance du 24 avril. Donc oui, il y avait besoin de souffler quand même, très concrètement. Bah écoutez, vous êtes un investisseur international, vous gagnez 7,5% en 15 jours, 12% depuis le début de l'année. Ouais. Vous voyez que certes, Macron a gagné les élections présidentielles, mais il reste les élections législatives avec beaucoup d'incertitudes. Vous ne posez pas trop la question et vous prenez vos bénéfices. Pour moi, il n'y a rien de logique. L'élément le plus important aujourd'hui, c'est la nouvelle détente des taux d'intérêt. Je crois qu'il y a 37 points de spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Ce qui veut dire qu'il y a une confiance revenue sur la France, sur l'économie française. C'est plutôt pour moi la meilleure nouvelle que regarder le CAC 40 parce que si ça se trouve en fin de journée on aura un CAC 40 à moins 0,50 et on dira finalement on a bien interprété la nouvelle. Donc il faut savoir raison garder sur les évolutions à la minute du CAC 40. Il faut quand même rappeler effectivement puisque vous parliez du spread, l'écart de taux donc entre la France et l'Allemagne, qu'on était monté jusqu'à 80 points de base quoi, au mois de mars à l'époque où commençait à s'inquiéter d'un possible tour entre Mélenchon et Le Pen. Donc alors c'était 81 points de base, 80 points de base avec des investisseurs qui étaient tétanisés. Ce qu'il faut dire, c'est que la bourse de Paris était très en retard il y a 3 semaines par rapport aux autres bourses européennes. Par exemple, l'Espagne gagnait entre 10 et 12%, nous on gagnait que 5%. Donc là, c'est un rattrapage complètement logique. On est maintenant dans le rattrapage avec des valeurs françaises. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce qu'on est à midi et pas dans Intégral Bourse, mais qui se payent 16 fois les bénéfices. Oui. C'est pas encore trop cher, mais je pense qu'il faut d'autres catalyseurs pour que les marchés continuent à monter. Je rappelle quand même que depuis 15 jours, outre les bons résultats du premier tour de l'élection présidentielle, il y a eu de très bons résultats pour les entreprises françaises. C'est vrai. 25% du CAC 40 est à son plus haut niveau historique. Sur les 32 sociétés qui ont publié, 75% ont fait mieux que prévu avec de bonnes perspectives. On a bien monté. Maintenant, je pense que le temps, il faut souffler sur les marchés. Et finalement, ça fait du bien d'avoir des marchés qui prennent une petite phase de respiration. On a eu des bonnes nouvelles, de bons chiffres de l'emploi aux États-Unis aussi en fin de semaine. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que... C'est un commentaire qui est revenu souvent, l'idée que les marchés quand même compartimentent pas mal les événements. Voilà, l'élection présidentielle française est passée. Il sera toujours temps de revenir sur le sujet des législatives. Et puis, il y a d'autres rendez-vous qui vont être enchaînés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Élection en Allemagne, élection générale en Italie. On a l'impression que les marchés font un peu du cas par cas finalement. Est-ce que c'est... dans le cas de la France, c'est assez logique parce que il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur les élections législatives. On en parlera tout à l'heure. Quelle sera la coalition? Qui va gagner les élections? Est-ce qu'on peut avoir un scénario à la 1988 où on avait la gauche qui était en tête mais qui n'avait pas la majorité absolue, qui avait dû composer avec le centre? Bref, il y a tellement d'incertitudes que c'est normal qu'on procède par séquence. On a la séquence des présidentielles et maintenant on va réfléchir, on va voir des petites phrases des uns et des autres. Ce qu'on sait, c'est que chez les Républicains, ça va un petit peu dans tous les sens en termes de stratégie. Donc une pause classique et salutaire pour les marchés. On va en parler dans quelques secondes justement des législatives parce que c'est aussi le gros point d'interrogation. Juste pour vous dire, un petit peu d'actualité chaude, qu'Emmanuel Macron, donc élu président de la République, a assisté donc ce matin aux commémorations du 8 mai, 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 45 sur les Champs-Élysées. Et ça a été, vous allez voir vraiment l'image de cette matinée sur les coups de 11h, 11h05, François Hollande qui demande à Emmanuel Macron de l'accompagner sous l'Arc de Triomphe pour procéder ensemble au dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu. Première occasion, d'une certaine façon, pour François Hollande de passer la main à Emmanuel Macron, même si je vous le disais, il y aura bien cette passation de pouvoir donc dimanche prochain à l'Elysée. Dimanche prochain donc, et puis a priori annonce du nouveau gouvernement dans la foulée dès le lundi. Emmanuel Le Chypre, on regarde depuis ce matin, on lisait les commentaires des analystes, les notes d'analystes. Il y en a une qui a retenu votre attention, je crois, Emmanuel, avec un titre assez éloquent. Non, il y a pour moi le meilleur titre de la matinée, c'est le titre du travail de Bruno Cavalier pour Odo. Qui dit la start-up Macron a terrassé la petite PME Le Pen, et c'est exactement ça. Non, c'est assez bien vu. Ouais, c'est assez bien vu. C'est assez bien vu. Il y a quelque chose qui revient dans toutes les notes qu'on lit depuis ce matin, c'est les interrogations sur ce qui sera le visage de l'Assemblée nationale après les législatives. Vous voyez, par exemple, je lisais la note ce matin de Morgan Stanley qui dit « Les macronomics commencent ».
Mais bien sûr, l'issue des législatives sera cruciale. CMC Marquez qui nous dit c'est une chose de vouloir supprimer 120 000 emplois publics, de tailler 60 milliards d'euros de dépenses publiques et de ramener le chômage à 7%. Ce sera une autre paire de manches de faire avaler cela au Parlement. Il y a vraiment cette interrogation qui ressort dans toutes les notes d'analystes. On a envie de poser la question, est-ce qu'il y a une méthode Coué finalement pour faire passer des réformes finalement, Emmanuel? Alors c'est vrai qu'il y a des règles à respecter. Si on regarde qu'est-ce qui marche en matière d'ingénierie de la réforme, moi je me suis penché sur les travaux qui avaient été faits, qui ont été faits par les experts du FMI, de l'OCDE. Et alors effectivement, on peut en dégager. Moi j'ai dégagé les 6 commandements de la réforme réussie. Et c'est assez intéressant. Et ça repose sur un manuel que vous nous donnez là. Non, en fait, ce sont des travaux qui ont été faits. Vous savez que la particularité de l'OCDE et du FMI, c'est d'avoir dans leur panier, entre guillemets, un très grand nombre de pays et qu'ils sont capables, c'est la force des études de ces grandes institutions, de prendre énormément de cas dans tous les grands pays et puis d'essayer, enfin dans tous les grands pays et dans les plus petits d'ailleurs, et d'en tirer finalement des règles générales. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, dans les 6 règles pour réussir des réformes. La première, c'est impossible de réformer sans un vrai mandat électoral. Il faut avoir dit avant ce qu'on va faire après. Là, on est plutôt pas mal parti, puisqu'effectivement, Emmanuel Macron vient d'être élu et qu'il a dit ce qu'il ferait. Deuxième point important pour réussir une réforme, c'est qu'il faut qu'il y ait un bon degré de coopération entre les différents niveaux d'administration, au niveau national, au niveau local. Ça, ce sera un des grands défis, effectivement, de réussir à mettre en marche, sans mauvais jeu de mots, l'administration. Troisième point très important, attention aux interactions qui peuvent être négatives entre différentes réformes. Il est périlleux d'entreprendre simultanément la réforme des retraites et la réforme du marché du travail. Et ça, Emmanuel Macron devra en tenir compte. Pas de réforme sans pédagogie sur le terrain. Il faut expliquer. Et ça, Emmanuel Macron a montré qu'il avait quand même des talents de conviction et de pédagogie. Pas de grande réforme sans courage politique et sans cohésion gouvernementale irréprochable. On voit bien que c'est une de ses obsessions. Surtout ne pas reproduire ce qu'a vécu François Hollande avec les frondeurs qui, dès le départ, finalement, lui ont compliqué la vie. Et puis, surtout, dans toutes les grandes réformes, les droits acquis sont généralement entérinés ou en partie rachetés. C'est-à-dire qu'on ne réussira pas de grandes réformes si on revient trop massivement sur les avantages acquis de certaines parties de la population. Et ce que disent l'OCDE et le FMI, qui est très important, c'est que, finalement, le cycle économique n'a pas tant d'importance que ça. C'est-à-dire, vous savez, les questions sur oh là là, est-ce qu'il faut réformer quand ça va bien ou est-ce qu'il faut réformer quand ça va mal? Eh bien, on nous dit non, c'est pas si important que ça. L'état des finances publiques n'est pas si important que ça non plus. Et l'intensité de l'opposition politique n'est pas si important que ça non plus. Donc, vous voyez, il y a des cases que coche Emmanuel Macron. Il y en a d'autres sur lesquelles il va falloir se retrousser les manches. Il y a d'autres, pour savoir s'il les coche, les autres, il faudra attendre l'issue du législatif pour le coup. Oui, exactement. Mais le problème, c'est tout le problème de la statique et de la dynamique, de la photo et du film. Oui. Si vous regardez la photo, vous voyez ce qui paraît difficile à atteindre d'ici la mi-juin. Honnêtement, si vous regardez les 2 derniers mois, ce qui paraissait impossible à atteindre, c'est-à-dire gagner l'élection présidentielle, ça a été possible. Donc il ne faut pas sous-estimer les dynamiques qui vont se mettre en place et qui peuvent aboutir effectivement à des résultats. Les premiers sondages qu'on a sont plutôt surprenants. C'est-à-dire que même s'ils ne donnent pas une majorité absolue à Emmanuel Macron, on n'en est quand même pas très loin. Il y a beaucoup de sondages qui montrent à quelques dizaines de sièges. Qui donnent entre 240 et 280 sièges à En Marche ou à son émanation, sachant que la majorité absolue est à 289 sièges. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Vous avez entendu les règles édictées par Emmanuel Le Chy, parce que vous dites qu'il peut cocher un maximum de cases d'ici le 18 juin, le soir du second tour des législatives. Écoutez, ce que je trouve, c'est qu'il est politico-compatible avec beaucoup de partis, Emmanuel Macron. Par exemple, quand il veut baisser de 33 à 25% la baisse de l'impôt sur les sociétés, quand il veut un revenu du capital à 30%, il y a beaucoup de députés de droite qui pourraient voter pour cette mesure. Même dans le programme Fillon, d'ailleurs. C'est ça. De même, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, il y a beaucoup de députés de gauche ou de centre-gauche qui peuvent voter pour ça. Donc, moi, je pense qu'on va quand même s'orienter vers une grande coalition. Il est fort probable qu'il n'ait pas une majorité absolue, mais je pense qu'il peut s'en approcher. Je pense qu'il va trouver des accords. Je suis
pas tellement inquiet par ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est surtout les premiers candidats qui vont investir. Surtout, est-ce qu'il n'y aura pas quand même beaucoup de personnages de la société politique, des gens qui sont déçus, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, qui finalement n'ont pas eu l'investiture des Républicains et qui vont aller vers En Marche. Ça sera intéressant d'avoir la liste. Je crois qu'on l'aura en fin de semaine. Mathieu, vous nous confirmez ça? Oui, on va être vite fixé, puisque ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il va présenter 577 candidats qui vont battre la campagne uniquement sous la bannière En Marche, et ils vont être dévoilés dimanche au plus tard. Et il y avait même l'état-major d'En Marche qui ce matin faisait encore de la réclame dans tous les médias pour dire il reste quelques heures pour postuler, vous citoyens, sur notre site internet En Marche, car n'importe qui, à partir du moment où on a un casier judiciaire vierge, peut prétendre à être candidat aux législatives. Et c'est ça, vous vouliez savoir quelle était la configuration des candidats. La moitié des 577, ce seront d'illustres inconnus issus de la société civile, et l'autre moitié, justement, ça va être un savant dosage qui est en train de concocter en ce moment l'ancien président du CESE, Jean-Paul Delevoye, pour savoir qui de droite, qui de gauche issu de droite ou de gauche, va concourir sous la bannière En Marche. Emmanuel. Juste un petit rappel historique amusant. Vous savez qu'au milieu des années 20, la France connaît une grave crise financière, qu'on rappelle Raymond Poincaré aux affaires, et que l'exigence de Raymond Poincaré pour redresser la France, c'est l'Union nationale, et que dans son gouvernement, il y a 6 anciens présidents du Conseil. Donc imaginez ce que serait un gouvernement d'union nationale. Là, c'était imaginer un gouvernement avec 6 anciens premiers ministres, par exemple. Donc, alors, ce ne sera pas le cas évidemment, mais je crois qu'il y a effectivement aussi cette idée. En Marche, c'est quand même une certaine forme de recherche d'une union nationale. Et ça, effectivement, c'est un point important pour réussir des réformes. Et juste une chose, mais il y a quand même Emmanuel Macron. Il ne faut pas sous-estimer l'objectif qui s'est fixé, auquel il croit aujourd'hui avec certitude, c'est d'avoir cette fameuse majorité absolue et ces 289 députés. Aujourd'hui, il y croit. Il est certain que stratégiquement, la règle qui prévalait jusqu'ici sera respectée, à savoir que la victoire qu'on lui a donnée hier, les Français diront pas le contraire dans 3 semaines. Et jusqu'ici, tous les paris que s'est fixés, il les a réussis, quoi. Donc voilà, je dis juste que... Visiblement pour vous, il y a un souci, il y a une interrogation sur le casting pour les législatives. Eric, casting, et puis surtout quel Premier ministre va-t-il nommer? Est-ce que ça sera plutôt une personnalité de la société civile comme Thierry Breton? On en parlait en off avec Emmanuel. Est-ce que ça sera plutôt... On n'a pas d'infos. Mais est-ce que ça sera quelqu'un comme Sylvie Goulard? Est-ce que ça sera Anne-Marie Idrac? Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Quelle sera la personnalité qui va mener ce combat? Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'interrogations. Et là-dessus, la seule certitude, c'est qu'on n'en sait absolument rien. Emmanuel Macron a aussi été très clair là-dessus. Lui seul sait quel est le Premier ministre qu'il a choisi. La fiche de poste, il l'a juste détaillée, mais c'est un spectre très très large. Sachant que ce Premier ministre ne le sait même pas lui-même encore. Non, il ne le sait même pas lui-même. Donc la seule fiche de poste qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui doit avoir une expérience politique et parlementaire forte. Voilà, c'est tout. Donc ça peut aller très loin. Et quand même, l'élément important à avoir en tête, c'est que personne dans l'état-major d'En Marche exclut formellement l'hypothèse d'un Premier ministre qui serait de sensibilité droite ou centre-droit. C'est Richard Ferrand qui l'a encore dit ce matin. Il l'a encore dit ce matin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure cette hypothèse qui, pour le coup, stratégiquement, viserait à couper l'herbe sous le pied des Républicains qui aujourd'hui sont en plein début de Bérésina pour préparer ces législatives. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que le profil idéal qu'on nous dresse, c'est celui de Jean-Marc Ayrault en 2012, vous voyez. Donc, effectivement... Comme de consensus, expérience gouvernementale. Donc, qui serait le Jean-Marc Ayrault de Emmanuel Macron? N'anticipez pas. Écoutez, Eric, je suis moins calé en politique que mon ami Mathieu, mais c'est vrai que toute la stratégie d'Emmanuel Macron serait de nommer vraiment un candidat de droite, un homme de droite, alors peut-être pas un Bruno Le Maire, mais quelqu'un de centre-droit pour exploser les Républicains. Parce que chez les Républicains, en ce moment, vous avez la ligne plutôt Estrosi, Le Maire, qui dit finalement non, il faut une opposition constructive, et vous avez une autre liste, les Vauquier, même les François Baroin qui menaçaient d'exclure hier Bruno Le Maire, qui est plutôt sur une autre ligne. Donc avec cette stratégie, il exposerait les Républicains, il se donnerait une majorité. Alors justement, il n'a pas eu besoin de ça, parce que c'est vrai que ça commence à se déchirer furieusement du côté des Républicains depuis quelques heures. Ça, et en fait, mais vous pointez là, en fait, toute la difficulté face à laquelle est François
Baroin actuellement, c'est de convaincre sa famille politique de pas céder aux sirènes d'En Marche, parce que l'opération siphonnage, elle a commencé le 23 avril au premier tour de la présidentielle, et c'est hyper compliqué parce que là vous avez déjà des NKM, Bruno Le Maire, Christian Estrosi qui ont commencé à envoyer des premiers signaux positifs du côté d'En Marche, et du côté d'En Marche on n'est pas opposé à l'idée qu'un candidat de droite soit investi et fasse campagne sous la bannière En Marche, mais garde en même temps sa carte chez les Républicains. Ils disent nous la double appartenance ça nous va très bien. Il y a quand même un problème financier très important, c'est-à-dire que il faut bien voir que quand vous êtes candidat aux législatives, vous vous inscrivez sous une bannière, et toutes les conséquences financières de votre élection, elles vont dans la caisse du mouvement que vous avez déclaré. Et donc c'est là où, par exemple, avec la gauche, va y avoir un enjeu très important. C'est que est-ce que les candidats d'En Marche vont déclarer quand même Parti socialiste, mais avec la bannière En Marche? Parce que sur le plan financier, c'est quand même pas du tout la même histoire. Et pour les Républicains aussi, je crois qu'ils ont un passif de 55 millions d'euros. Donc ils sont dans une situation financière excessivement difficile. Donc s'il y a beaucoup de candidats qui vont vers En Marche, c'est un peu cataclysmique pour eux également. Mais au-delà de l'enjeu comptable, et vous avez raison de le souligner, il y a quand même une configuration, en tout cas, c'est ça, une configuration politique totalement inédite qui place aujourd'hui tous les candidats potentiels les Républicains face à un véritable dilemme. Soit ils décident d'accepter la main tendue d'En Marche, mais la conséquence directe, c'est de se faire éjecter de facto de leur parti traditionnel. Et là-dessus, François Baroin, il a été très clair. Soit il reste en rang serré, au risque de perdre face à un candidat En Marche et de ne pas participer à la nouvelle majorité présidentielle. Et ce dilemme-là, il est visible depuis hier soir quand on voit les passes d'armes qui commencent à y avoir, notamment entre Christian Estrosi et François Baroin. Christian Estrosi qui a averti son parti de ne pas tenir une ligne aussi radicale que celle tenue pendant la campagne de François Fillon. Il a dit, François Baroin, hier soir à Bruno Le Maire, qui répétait qu'il était prêt à participer à un gouvernement Macron. Si tu vas dans un gouvernement Macron, tu auras un candidat LR face à toi aux législatives. Voilà. Alors attention, c'est important de préciser, parce que souvent on cite Bruno Le Maire, mais on oublie de dire que Bruno Le Maire a dit comme condition au préalable qu'il participerait à une majorité présidentielle seulement si le Premier ministre nommé serait de sensibilité de droite. Voilà, c'est quand même important à souligner. LR qui doit présenter dans quelques jours son programme pour les législatives, c'est ça qui sera une synthèse. Oui, alors en fait, c'est demain il va y avoir un conseil politique chez les Républicains, et ils sont en train ils ont remouliné en gros le choc de François Fillon pour proposer un choc light en fait, qui soit plus présentable. C'est une synthèse Fillon-Juppé. C'est une synthèse Fillon-Juppé où l'idée, par exemple, c'était pas encore arbitré vendredi dernier, mais l'idée est de reprendre la suppression des 500 000 fonctionnaires, mais lissée sur 10 ans. Et Mathieu, sachant que et c'est de rééquilibrer aussi les baisses de charges aux entreprises en faveur des ménages. Donc on fait un mix de ce que proposaient Alain Juppé et François Fillon. Mais sachant que tout ça sera très peu audible, parce qu'il faut bien voir que qui va capter toute la lumière des projecteurs au cours des 15 jours qui viennent, avec la formation de son gouvernement, avec les supputations sur le choix évidemment du Premier ministre, et après, et ce sera tout de suite les élections législatives. Donc il y aura quasiment pas de campagne, donc ce sera très difficile de mettre en avant. C'est très compliqué de mettre le nouveau programme sur les projecteurs. L'enjeu il sera plus là. En fait. C'est dans un mois. C'est le 11 juin prochain tour, au premier tour des législatives, donc dans un mois et 3 jours, très exactement. Midi 20, on retourne faire un tour sur les marchés. Antoine, on vous retrouve depuis le siège d'Euronext. On le disait, donc des marchés qui ne sont pas euphoriques, loin de là. Petite correction, peut-être légitime finalement, Antoine. On vend la nouvelle concernant l'élection d'Emmanuel Macron. On avait gagné 7,5% entre les deux tours. Donc la logique qu'on prenne quelques bénéfices. C'est la première fois que ça se passe donc depuis 1988, mais c'était la première fois que le CAC 40 progressait autant entre les deux tours. Donc la réaction est logique. Réaction assez nette aussi sur les taux d'intérêt, avec une détente de l'OAT, du rendement de l'obligation française à 10 ans à 0,73%. Donc l'écart de taux avec l'Allemagne se réduit. On a un euro qui est monté
à 1,1040 hier après le résultat des élections et qui redescend à 1,0940. Donc là, clairement, retour au calme également. Et donc, on a Paris qui signe quand même la moins bonne performance de l'ensemble des places européennes puisque Francfort, parallèlement, ne perd que 0,3%. On prend des profits notamment sur l'ensemble du secteur bancaire. Ça aussi, ça paraît logique. Société Générale, moins 2,8%. BNP Paribas, moins 1,8%. On a Solvay, moins 1,8% aussi. Schneider Electric, moins 2,04%. Vous voyez, ce sont des valeurs cycliques aussi qui sont victimes de ces prises de profit. On se replie majoritairement, notamment sur l'immobilier, avec Unibail Rodamco qui prend 1,57%. Mais on a aussi Mercialis qui prend 1,3%. Wicad, plus 1,3%. L'immobilier commercial. À noter aussi quelques valeurs défensives qui sont toujours achetées, comme Sanofi qui gagne en ce moment 0,2% ou Engie qui prend 0,2% également. Et puis Air France KLM se maintient bien, plus 0,32%, qui résiste à ce mouvement de prise de profit et qui sort en plus d'une semaine assez extraordinaire aussi. Le CAC 40, moins 0,93, on est à 5381 points et le euro $1 0,943. Merci beaucoup Antoine, et puis on refait un point ensemble bien sûr à 13h sur BFM Business. On est toujours en studio avec Emmanuel Le Chypre, avec Eric Lewin également à 12h22 sur BFM. Alors on a eu un débat endiablé hier soir, on était en émission spéciale sur BFM Business pour poser une question très simple. Est-ce qu'Emmanuel Macron arrive au bon moment? On est, nous disaient certains de vos confrères économistes hier soir, sur un haut de cycle. Est-ce qu'il n'arrive pas dans un moment où il va falloir justement trouver la parade à un possible atterrissage peut-être dans le... Vous n'étiez pas d'accord avec ça, Emmanuel? Non, moi je pense qu'il arrive à un moment qui est plutôt favorable. Quand vous regardez un petit peu tous les grands baromètres de la conjoncture dans tous les grands pays, vous voyez quoi? Vous voyez que pour la première fois depuis la crise de 2007, on a toutes les grandes zones économiques du monde qui simultanément accélèrent. Ce qui est quand même une excellente nouvelle. On n'avait pas vu ça. La croissance est relativement synchronisée dans les grandes régions du monde. Les États-Unis, qui sont quand même évidemment la locomotive majeure, on voit quoi? On voit qu'évidemment le cycle est très mature, mais qu'en même temps il n'y a pas de déséquilibre majeur. Les déséquilibres qui traditionnellement entraînent des récessions. Vous n'avez pas d'inflation excessive, vous n'avez pas d'accumulation de stocks trop importante dans les entrepôts des entreprises, vous n'avez pas une situation financière des ménages ou des entreprises qui soit très préoccupante, notamment en matière d'endettement. Vous n'avez pas d'énormes bulles sur les marchés financiers. Donc on a une économie américaine qui est peut-être sur un plateau, mais qui ne donne pas de signe de très gros affaiblissements. L'Europe, qui était en retard dans le cycle, elle, est plutôt encore en phase de légère accélération. Regardez ce qui se passe dans des pays comme l'Espagne, par exemple, et la dynamique allemande. Et dans cette dynamique européenne, qui était déjà en retard, la France est elle-même très en retard. Oui. Il faut voir que si vous prenez sur le mandat de François Hollande, la France a accumulé 4 points de croissance de moins que les pays du G7. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il prend la France au bon moment, parce que la France est en retard dans le cycle, et la France a déjà commencé à bouger. Donc la France n'est pas à l'arrêt aujourd'hui. Il n'a pas l'impulsion, elle est là. On voit bien que la croissance française accélère doucement, et donc il prend l'économie française quand même à un moment, moi, qui me paraît assez favorable, à un moment où elle a déjà un peu d'élan, qu'il y a encore de la dynamique à venir, et que donc il pourra quand même s'appuyer sur cet environnement assez porteur et ne recommettra pas et ne risque pas de subir ce qui s'était passé en 2012, notamment après des hausses d'impôts majeures. Possibilité de surfer donc sur cet élan de croissance pour faire passer déjà quelques réformes dans les prochains mois. Eric, comment est-ce que vous regardez ça? Moi, mon incertitude est quand même sur l'économie américaine. On a acheté Trump depuis quelques mois. Là, on a l'impression que les réformes ont du mal à passer. Sur l'Obamacare, c'est passé à la Chambre des représentants, mais il y aura des difficultés au Sénat. La grande réforme fiscale qu'on attend n'est toujours pas passée. Il y aura aussi beaucoup d'incertitudes. Elle pourrait être remise et commencer à porter ses effets à partir de la mi-2018 si elle était votée. Donc on a quand même beaucoup d'incertitudes. Oui, mais Eric, si on pousse le vice, on peut se dire que le programme Obama appliqué aujourd'hui sur la conjoncture américaine, il aurait eu des effets inquiétants au sens où il aurait rajouté du charbon dans une machine qui tournait déjà assez fort. On se dit que si la dynamique américaine est plutôt descendante, on se dit après tout la meilleure nouvelle, c'est que la relance Trump arrive finalement
finalement plus tard que prévu. Sauf que les investisseurs, Emmanuel, ont acheté cette relance Trump. On a un problème. La grande problématique est là, c'est qu'ils ont acheté avec des marchés américains qui commencent à être très chers, avec un Dow Jones qui est autour des 21 000 points, avec l'espérance, je crois que Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, parlait de 4% de croissance, alors qu'on aura plutôt, tu me dis si je me trompe, annuel autour de 2,5 cette année. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes et il ne faudrait pas que Trump continue à s'enliser d'un point de vue intérieur, parce qu'il pourrait y avoir des dégâts collatéraux et sur l'Europe et sur les émergents et bien sûr sur les marchés internationaux. Je parle des marchés boursiers bien évidemment. Après, ce qui est effectivement la réalité, c'est que l'événement le plus important pour toute la conjoncture économique mondiale de l'année à venir, c'est ce fameux package fiscal de Trump, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il va réussir à faire passer les baisses d'impôts aux ménages et aux entreprises de combien, et surtout, qu'est-ce qui va se passer sur la fiscalité des entreprises et sur la possibilité ou non, finalement, d'inciter à rapatrier les 2500 milliards de dollars que les entreprises américaines ont placés à l'étranger. Et là, si jamais, effectivement, il y a une déception sur ce plan-là, ça peut changer la perception des marchés sur la conjoncture américaine, etc. Moi, je pense que honnêtement, c'est la seule chose à véritablement surveiller. Et encore, rappelez-vous, hier soir, on vous épargne ça, mais il y avait aussi les interrogations sur la dette chinoise aussi dans le débat. Et il y a aussi quand même les 1000 milliards d'investissements qu'avait promis Trump, sur lequel il y a beaucoup d'entreprises à Wall Street qui ont progressé de 30 à 40%. Si jamais ce plan de 1000 milliards d'investissements n'était pas mis en place, il pourrait y avoir aussi des déceptions. Donc moi, mon warning, c'est quand même sur les États-Unis pour le second semestre. Moins sur l'Europe, parce que je pense qu'en Allemagne, que ce soit Schulz ou Merkel, ça ne changera pas grand-chose sur la politique économique. Sur les États-Unis, attention, il y a un danger quand même. Ça a beaucoup de conséquences, parce qu'effectivement, on voit que ce qu'on a acheté, c'est une relance massive qui a donc fait monter les matières premières. On s'est dit il y aura beaucoup d'investissements d'infrastructures. Là aussi, c'était bon pour les matières premières. On se disait il y aura du protectionnisme, ça va faire monter l'inflation. Et donc, vous voyez que si on rentre dans un scénario où finalement il y a moins de relance que prévu, moins d'investissements que prévu et moins de protectionnisme que prévu, vous rentrez dans un monde où finalement vous avez moins d'inflation que prévu, moins de profits pour les entreprises que prévu. Et donc, c'est un monde dans lequel finalement vous avez plutôt à nouveau des marchés favorables aux marchés obligataires et un peu moins favorables aux marchés boursiers. Et dernière chose, avec une Fed qui a quand même commencé à remonter ses intérêts. Donc il y a un scénario catastrophique, c'est que l'économie ralentisse, qu'il y a une inflation un petit peu salariale parce qu'on a un chômage à 4,4% et que la Fed continue à augmenter ses taux. Et là, on pourrait avoir un scénario noir, mais j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui au lendemain de cette élection présidentielle. Prochaine hausse attendue des taux d'intérêt. 14 juin. 14 juin, voilà, prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. Et une troisième, a priori, dans les cours d'ici la fin de l'année. Elle est prévue maintenant, tout dépend des signaux économiques. C'est tellement des toutes petites marches qu'on monte à chaque fois. Oui, mais que effectivement. Parce qu'ils ont pu faire la pédagogie. Je crois qu'il faut être très important. Il faut se rappeler que le krach de 1994, que tout le monde a en mémoire et qui hante les esprits, est avant tout un krach qui s'explique par une mauvaise communication de la Fed, un malentendu, un problème de timing, effectivement, comme l'a dit Eric. Donc, il faut absolument qu'en termes de visibilité offerte, la Fed garde la main. Ça, c'est très important, effectivement. Elle a su faire preuve de pédagogie jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, Jusqu'à maintenant, tout va bien. Merci, messieurs, d'être venus ce midi sur le plateau de l'Orage, édition spéciale. Merci beaucoup, Eric. Eric Lewin avec nous, rédacteur en chef aux publications Agora. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très vite, Emmanuel. Merci. À très vite. 12h30 dans quelques secondes.